Ok, et ben ma manière de régler le Ok. Alors salut YouTube, salut Twitch, ma manière de régler le problème tout à l'heure, parce que j'ai eu un problème de son tout à l'heure en me connectant, n'a pas tout réglé, puisque effectivement ma musique se lance pas normalement sur la scène d'attente. Donc bon, c'est un lancement un peu plus abrupt. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, je réagis à du Linguistica, j'avais envie de faire ça depuis le début de la chaîne. Je réagis à du Linguistica et on va parler un peu euh, des Africains blancs, des Afrikaners blancs euh, d'Afrique du Sud. Et c'est vraiment un sujet que j'ai envie de traiter depuis un bout de temps, parce que déjà, la question de l'Afrique du Sud, c'est une lutte historique, ça a été une lutte historique dans la solidarité internationale socialiste, pour les boycotts, pour la fin de l'apartheid, ça a été quand même un sacré enjeu. Les campagnes pour la libération de Mandela, etc. C'était quand même c'était un sacré sujet. Et c'est un truc qui est un peu oublié de nos jours, où la plupart des militants, des jeunes militants connaissent pas un peu ces questions-là. Et puis ensuite aussi, moi, pour mon sujet qui est lié à l'extrême droite, euh, l'Afrique du Sud, c'est un cas intéressant quand même, qui est presque jamais, enfin qui est rarement abordé sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est que après la victoire contre l'Allemagne nazie, il y a un régime, il y a un parti politique post-nazi qui s'installe en 1947, en fait en Afrique du Sud, le Parti national, alors que moi je vais appeler globalement Parti national afrikaner pour qu'on s'y retrouve plus facilement, parce que si je vous dis Parti national, vous... Bon, alors c'est de fait du coup c'est le nom du parti en question, mais ça donne pas, ça peut donner l'impression que je parle d'un parti nationaliste ou quoi de manière générale, donc je vais l'appeler Parti national africaner de manière générale, j'ai tendance à faire ça sur la chaîne, même si son vrai nom c'est Parti national, mais on s'y retrouve mieux si je dis ça comme ça, je trouve. Donc, ce parti national qui prend le pouvoir, c'est un parti post-nazi, c'est un parti qui revendique un héritage intellectuel, une vision du monde commune avec le nazisme, hein, qui estime que il n'y avait pas comment dire, pour son indépendance vis-à-vis comment dire, de la couronne britannique. Un truc qui a joué dans la balance vachement, c'était le fait que les Britanniques avaient forcé finalement des troupes mobilisées, euh, des protectorats, donc de l'Afrique du Sud, pour aller combattre contre de braves blancs qui leur avaient rien fait, globalement, du point de vue des colons. Et donc ça se joue dans la balance. Et ensuite, il y a toute une vision du monde basée sur l'idée de la création d'un Volksstaat, l'état d'un peuple, qui est vraiment emprunté à une vision du monde racialiste nazie. Pour vous expliquer ce que c'est que le Volksstaat chez les nazis, le Volksstaat, c'est l'état d'un peuple. C'est une grille de lecture qui est poussée au début du nazisme, surtout. Et l'idée, c'est de dire que le modèle d'un Troisième Reich à venir, c'est le Raj britannique, l'Inde sous domination coloniale britannique. Pourquoi? Parce que il y a une sympathie, il y a une conversion vers la biologie des castes indiennes qui sont vues comme du coup étant un modèle de hiérarchie biologique.
où on a tout en bas, dans les castes inférieures, on a des noirs, et tout en haut, il y a qui travaillent pour les brahmanes. Tout en haut, il y a les brahmanes qui, eux, sont sont des Aryens, sont des Indo-Européens, comme le montre la forme de leur crâne. Euh, encore tout en haut, il y a des colons euh, saxons, des saxons, des anglo, des anglo-saxons, donc des germaniques finalement, anglais. Et donc le Reich britannique finalement est un modèle d'organisation raciale en fait pour pour une bonne partie intellectuelle nazie du début du parti nazi. Et du coup, c'est d'où cette idée de Volksstaat. Et cette idée de Volksstaat, elle est travaillée et continue d'exister simultanément dans le Parti national afrikaner. Et, euh, et lorsque celui-ci en fait arrive au pouvoir, il a la promesse de réaliser le Volksstaat avec avec une ségrégation beaucoup plus sévère et violente que ce qui existait jusque-là alors dans la colonie. Euh, alors petit point aussi, parce que ça c'est pas forcément des choses qui sont très connues, mais quand de très très grosses mobilisations pour les droits civiques noirs et même de blancs libéraux, diront nous socialistes ou libéraux en solidarité, la méthode de répression du Parti national, c'est de tenter, alors déjà d'encercler et d'exterminer les manifestants. C'est-à-dire, on n'est pas sur une technique de maintien de l'ordre, genre on leur fait peur et on disperse la manif, on est sur une technique de maintien de l'ordre, l'idée c'est d'exterminer les individus qui ont été dans cette manifestation, parce que grille de lecture très proche du nazisme oblige, ces individus sont déterminés biologiquement à être des fauteurs de troubles. Donc il n'y a pas de redressement possible, il faut les détruire. Et il y a trois grandes manifestations comme ça qui ont jalonné les débuts de l'histoire du Parti national africaner au pouvoir, qui ont été gérés comme ça. Et voilà, donc pour vous dire qu'on est vraiment on est sur un état raciste d'un niveau d'intensité de violence assez élevé. Mais par contre, je vous dis depuis tout à l'heure, je fais la comparaison avec le nazisme, je dis que eux-mêmes d'ailleurs faisaient la comparaison, se comparaient avec les nazis, mais il y a quand même des trucs. Alors c'est moins un parti nazi, strictement nazi, qu'un parti post-nazi à ce moment-là, parce que le parti national va reprocher aux nazis allemands d'avoir, en attaquant la Pologne, d'avoir trahi une forme de solidarité internationale blanche tacite qui était créé de fait par la colonisation, par le projet de colonial. C'est globalement un truc qui va beaucoup revenir en fait dans les critiques faites, y compris depuis l'extrême droite, vis-à-vis de ce qu'ont été l'histoire du fascisme et du nazisme, le post-fascisme ou le post-nazisme. C'est surtout ça. C'est l'idée de dire que les fascistes et les nazis ont eu tort de se lancer dans une guerre mondiale contre d'autres blancs alors qu'il y avait une possibilité de concorde d'internationale blanche dans la colonisation déjà et autour d'un autre projet, ce qui est la destruction du bolchevisme, l'Europe unie contre le bolchevisme. Donc, voilà de quoi il en tourne un petit peu. Donc pour les aspects que je connais le mieux, maintenant on va se lancer dans cette vidéo de Linguisticae, du coup qui est linguiste, l'African, la fausse langue des Blancs. Alors moi du coup j'avoue que quand j'ai vu la vidéo j'ai appris des trucs, parce que pour moi effectivement, alors il va parler de ça, alors l'African est une vraie langue, hein, qui existe, qui a ses pratiques et tout, qui s'inscrit historiquement dans plein de choses, il va en parler, mais alors j'ai vraiment appris des trucs en regardant cette vidéo, parce que pour moi effectivement dans ma tête, l'African c'était cette espèce de truc, de totem, comment dire, des suprémacistes blancs alors un peu d'Afrique du Sud au début, mais même plus globalement de tout un tas de sympathisants qu'ils peuvent avoir dans le monde anglo-saxon. Et en fait, j'ai découvert du coup que c'était vraiment pas ça. Yo, Arbre 1917 est de retour. Super, super, super. Et ben j'avais bien besoin de Arbre 1917 pour avant de s'attaquer aux africaneurs blancs. Enfin, la vidéo que je vous promets depuis avant la pause. Trop content de te revoir dans le chat, camarade. Allez, on va. Oh non.
Arbre 1917, qui est en mode comme Indiana Jones dans Indiana Jones et la dernière croisade. Les nazis. Je vais, ces gars-là. Alors, Arbre 1917, pour toi qui me parle, alors, toi et d'autres, hein, qui me parlait régulièrement de tester des jeux, euh, ça reste vrai nonobstant. Pour toi et d'autres camarades qui me conseillent régulièrement de tester des jeux, de sortir un peu des sorties battues et de pas, enfin, et de pas jouer qu'à des triple A, voilà. Je me suis mis à un jeu récemment qui est Slay the Princess, dont le titre peut faire un peu bizarre, mais qui est vraiment, que j'ai testé, que j'ai fini d'ailleurs en une seule soirée et qui est un putain de bon jeu. C'est vraiment ouais, bon bah tu connais, ouais, alors j'ai vu que le studio, c'est son premier jeu, c'est le premier jeu de ce studio. Ils sont en développement d'un nouveau jeu et que ça a plutôt bien percé pour un truc indépendant. Et c'est vraiment mais c'est incroyable. Le truc te fait vivre la sensation, vraiment une sensation de rêve, enfin genre vraiment onirique quoi. T'as le côté cauchemar d'ailleurs et le côté enfin rêve en positif à la fois, les deux un peu mélangés. Et ça a vraiment, c'est un côté horreur, mais en fait, alors, on pourrait dire un peu vite horreur Lovecraftien sur certains aspects. Moi, je trouve pas du tout parce que c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de si terrible que ça, pur et dur. Mais moi, alors vraiment, il y a une œuvre à laquelle ça m'a fait penser. C'est le Roi en jaune. Le Roi en jaune, c'est de Robert Chambers. C'est une œuvre qui a énormément marqué Howard Philip Lovecraft euh, avant d'écrire du coup le mythe de Cthulhu, etc. Et en fait, c'est vraiment comment il y a un truc dedans. Alors c'est plutôt de l'horreur, mais c'est plus soft que ce que veut être tout ce qui est Lovecraftien. Mais en fait, t'as un espèce de truc onirique où la logique est un peu défiée par des choses qui arrivent. Alors c'est des uchronies globalement, souvent on est dans des mondes différents à chaque fois ou dans des situations très différentes, voire y compris réalistes, et où à chaque fois il y a un bouquin qui continue de se balader qui est le roi en jaune et où deux personnages, principalement Astour et Carsosa, sont présentés. Et en fait, on comprend pas bien de quoi ils relèvent, etc. Et tout est basé sur une espèce de confusion, de sentiment de suspens, un peu, voilà, qui ressemble un peu à ce qu'a recréé Slay the Princess. Alors franchement, c'est dans ce genre de moment-là où je suis deg d'être pas du tout bilingue et d'être mauvais en langue, parce que j'aurais adoré pouvoir faire une interview d'un des développeurs du jeu. Vraiment, parce que enfin, ça m'aurait fait trop plaisir de faire une interview où on parle de ça. Mm. No Food Just My Cat, trop bien. On ne pouvait pas faire un bon live sans No Food Just My Cat, bien sûr, qui est tout comme moi un lourd mal gamma, bien sûr. Alors, je ne sais pas à quoi correspond exactement notre place dans la hiérarchie masculine. Peut-être que voilà, donc peut-être qu'on est censé servir de fauteuil humain à Papacito, je n'en ai aucune idée. Hmm. Là, maintenant, on va s'attaquer aux Afrikaners. Là, faut se langue des blancs. Voilà, voilà. Donc, on va voir. On va découvrir ensemble. Alors, moi, j'ai vraiment découvert ça en regardant la vidéo de Nibisikay. Je croyais, comme tous les gens qui connaissent vaguement ça de loin, que l'africain, c'était vraiment une langue de suprémacistes blancs, enfin, quasiment créé de toutes pièces pour faire des mélanges, pour faire une espèce de tambouille raciste. Mais en fait, non. C'est plus compliqué que ça. En fait, c'est de l'appropriation culturelle vis-à-vis des colonisés. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, du coup, ça devient de la distinction de classe, mais en fait de la distinction raciale, de l'utiliser beaucoup plus tard, au fur et à mesure que le temps évolue, et c'est incroyable, cette vidéo. En fait, j'explique, nous, Just Food, Just My Cat et moi, on a fait le test de virilité, en fait, pour voir quel type de mâle sommes-nous, puisque effectivement, dans le règne animal humain, dans la jungle humaine, où c'est la lutte de tous contre tous, bien sûr, il y a différents types de mâles. Tout en haut, il y a le mâle alpha, bien sûr, il y a le mâle, ensuite, il y a le mâle bêta,
etc. Il y a voilà. Et en fait, et ben nous on est des mâles gamma, donc on est tout en bas de, enfin tout en, non, on est au-dessus du mâle sigma, mais on n'est pas très haut dans la hiérarchie quoi. Du coup, je me demande quel est notre rôle exactement. Peut-être qu'en cas de guerre, on est comment dire, dans la tranchée, on est ceux qui jouent la meuf. Quand les soldats dans les tranchées très très loin des femmes, ils se mettent à trouver des subsides et à se sodomiser, mais ils sont pas pédés. Parce que c'est normal, c'est la guerre, tu vois. Et du coup, peut-être que nous, en étant des Malgamas, on est ce rôle-là, en fait. Donc du coup, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut demander à Papacito, puisque, alors, selon Papacito, les vrais hommes français sont morts dans les tranchées en 14. Et en fait, il y a que les lâches qui sont retournés à l'arrière, puisque tous les vrais hommes étaient morts sur le front. Et en fait, du coup, je voulais lui demander à Papacito, est-ce qu'il pense que les vrais hommes s'habillent, se refont une féminité en s'habillant en femme, etc. Et se font enculer, en fait, voilà, par les... C'est qui t'explique dans l'étranger, les vrais hommes, en fait, ce qui se passe, en fait, vu qu'il n'y a pas de femmes. Et d'ailleurs, ça se passe mieux, du coup, parce qu'ils sont loin euh, ils sont loin en fait des femmes et du coup d'ailleurs ils peuvent développer tout leur potentiel viril. En fait la guerre aussi c'est bien parce que du coup ils ont éloigné des femmes, des valeurs féminines, du coup ça peut devenir des vrais bonhommes quoi. Alors du coup ces mecs là, parce que la technologie était trop évoluée, ils sont tous morts malheureusement dans les tranchées, mais en fait dans les tranchées du coup comme il n'y avait pas de meufs, bah en fait du coup il y en avait certains ils se déguisaient en meufs et ils se faisaient enculer en fait par les autres, voilà. Alors du coup en fait voilà un vrai homme en fait c'est soit un femboy soit il est avec des Finboy, mais il est pas pédé, tu vois. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un vrai lourd homme qui tient le fusil, en fait, et qui défend sa patrie. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, maintenant que la guerre elle est terminée, en fait, eh ben, vous avez des droitards. Voilà, faut dire les termes. Vous avez des droitards, des mecs qui m'insultent dans les commentaires avec leur PP où ils me montrent même pas leur visage. Où en fait, eh ben, il croit que en fait, il croit que en fait les Finboys c'est des dégénérés, tu vois. En fait, ils ont pas la culture des tranchées, quoi. Vu que c'est pas des vrais guerriers, ils ont pas compris la masculinité en fait Finboy. Voilà, ils ont pas compris que ça. C'était la préparation, en fait, la préparation pour le Valhalla, tu vois. C'est d'être dans une société où il y a des Finboys, quoi. Parce que du coup, il y a des Finboys parce qu'il y a la guerre, tu vois, parce qu'on est une société belligérante. Voilà, et parce qu'on se défend. Voilà, c'est ça le lourd réel, en fait. Voilà. Mais les femmes, c'est gay, voilà, les femmes vous éloignent des vraies valeurs traditionnelles masculines. Alors là, je suis en train de déconner, de faire un roleplay, etc. Mais premier degré, Ernst Röhn et Edmund Eines, qui étaient membres de tout petits cercles d'homosexuels folkish. Enfin, genre, enfin, c'était un groupe de potes. En fait, alors, on a eu tendance après coup à dire que ces gens un courant idéologique, eux-mêmes ont parfois essayé de le présenter comme ça. Euh, Merci, merci Arbonne 217. Euh, le euh, le mais en fait ils étaient en mode ouais en fait du coup enfin nous on est nous on est homosexuels, on a des pratiques homosexuelles. Alors attention, faut être très clair, ils disaient pas qu'ils étaient gays ou qu'ils étaient homosexuels, c'était pas même à l'époque l'homophobie n'était pas tout à fait structurée de la même manière, hein. C'était voilà, donc il n'y avait pas de revendication de la part de ces gens-là d'être homosexuels ou d'être gay, il y avait une revendication d'avoir des pratiques homosexuelles au détail quoi, en gros, avec des hommes, c'est voilà, c'est comme ça qu'ils l'envisagent. Et du coup, la justification, c'est de dire bah, justement que c'était comme dans la communauté de front, où justement, bah, ce que je viens de vous dire, je l'ai pas inventé, hein. Ça, c'est des vrais. Enfin, quand vous faites de l'archive un peu sur la sociabilité des soldats, quand ils sont en deuxième ligne, c'est-à-dire pas en première ligne où ils attendent l'arrivée des Allemands ou de passer à l'assaut, mais seconde ligne, ils sont au fond, mais dans des positions un tout petit peu plus sécurisées. Et du coup, il y a plus de moments de fraternité intersoldats, etc. Et où du coup, bah, en fait, les pratiques, déjà, alors soit de la sodomie entre hommes en temps de guerre, soit, voire même, dans le cas spécifiquement français, en plus, c'est un truc que les Allemands ne faisaient pas pour le coup, le fait de se grimer en femme et d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes et tout, bah en fait, c'était un truc relativement normal.
Pour doper nos stats, vous n'avez pas besoin de démolir le commentaire du bot. Bref. Et en fait, du coup, t'as ces quelques mecs-là, du coup, Folkish. Euh... Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fraternité a tout de suite un autre sens sur le fronton des Zones non, ouais, bah oui, effectivement. Euh, mais en fait, du coup, t'as ces mecs-là d'extrême droite, du coup, qui sont en mode, bah oui, mais c'est ok, et en plus, nous, on s'éloigne des femmes, parce que du coup, l'idée, c'est de dire, eux, ils vont prétendre, en gros, dire, on est tellement misogyne, et on veut pas le moins de contact avec des femmes, même romantiques, même le foyer, tout, et qu'on reste entre hommes, et on a une sexualité entre hommes, quoi. Voilà. Sexualité virile entre hommes. Bon, alors, c'est évidemment c'est un mensonge, en réalité, ils sont homosexuels, ils essayent de s'en accorder avec le reste de l'extrême droite. D'ailleurs, au début, Hitler a pas de souci avec ça, et il est même prêt à défendre les pratiques de Rome publiquement. Il l'a fait lors d'un discours, euh, je pense que c'était en 1920, non, 1929, je peux me tromper. Euh, mais oui, en fait, il y a un accord quelque part entre les homophobes qui disent, soyons en fait, alors ils disaient, ouais, ça c'était un vieil argument homophobe que nous on connaît plus forcément des masses, mais l'idée de dire en fait les homosexuels sont extrêmement misogynes. C'était vraiment l'argument d'homophobe de gauche en fait. C'était l'idée de dire bah, en fait les homosexuels sont tellement misogynes qu'ils veulent même pas relationner avec des femmes et qu'ils veulent relationner qu'entre hommes. Et notamment c'est un argument que vous retrouvez chez malheureusement chez Jacques Duclos qui a été parti communiste où du coup vous avez chez lui vous avez cette idée là parfois dans des conversations où il dit que bah, euh, les homosexuels en fait sont des hommes tellement misogynes que du coup ils n'ont pas de relation avec des hommes. Et du coup c'est un argument homophobe de gauche, voilà. Et en fait il y a un accord entre ça qui est dit par des homophobes de gauche historiquement. Bon aujourd'hui ça n'existe plus tellement parce que heureusement, fort heureusement, l'homosexualité est suffisamment acceptée pour que on puisse plus globalement dans le champ de la gauche revendiquer la question de l'homophobie, c'est plus possible. La question de la transphobie, en revanche, c'est encore autre chose. Mais il y a un accord de du monde-là et des homosexuels d'extrême droite qui eux-mêmes vont dire du coup ah oui mais moi j'ai le droit, alors je prétends pas que mon mode de vie doit être hégémonique, surtout pas, parce que du coup il faut rassurer aussi les autres extrémistes de droite, mais moi j'ai le droit parce qu'en fait justement je déteste les femmes, je veux être un vrai bonhomme et en fait je veux pas vivre avec des femmes quoi. Et ça c'était l'argument que mobilisait du coup les quelques euh, hauts gradés de la SA qui vivaient dans un entre-soi masculin homosexuel, voilà, et qui mobilisaient comme ça, et qui ont écrit deux, trois, et dont certains ont griffonné des trucs d'ailleurs pour essayer de théoriser ça. Et en gros, on parle alors d'homosexualisme folkish. Mais en fait, alors l'homosexualisme folkish, il y a eu une tentative très superficielle de faire croire que c'était genre un courant de pensée. En fait, c'est pas le cas, c'est 10 personnes, c'est Ron et ses potes globalement qui essayent de se donner une bonne conscience d'extrême droite tout en étant ce qu'ils sont en fait en tant qu'homosexuels. C'est voilà. Donc, mais du coup, ça a vraiment c'est intéressant, ça travaille quand même des choses intéressantes ces questions-là. Alors du coup, j'ai fait une grosse digression parce qu'à la base, on était parti pour parler des Afrikaners, mais c'était quand même intéressant d'aborder cette question-là. Avant que cette vidéo débute, je voulais vous rappeler que la boutique est encore ouverte, elle ferme d'ici quelques jours, donc c'est le dernier moment pour pouvoir Verser de acheter l'eau. par exemple ce pull, moi le Ah, visuel est dans la vidéo. placement de Donc, en produit. France, beaucoup ont oublié depuis un moment déjà tous les débats qui ont pu exister autour de l'apartheid. À une époque, évidemment, c'était incontournable. Avant les années 1990, l'Afrique du Sud était tristement célèbre pour son régime de ségrégation. Comme c'est actuellement le cas pour ce qui se passe en Israël à Gaza, l'Occident avait le cul entre deux chaises et s'est retrouvé contraint, sous la pression de l'opinion publique, à prendre quelques mesures symboliques de boycott. L'essentiel de ces mouvements de contestation sont individuels ou institutionnels, sans jamais que l'on trouve de grandes mesures politiques ou gouvernementales. Le Royaume-Uni s'oppose même carrément aux sanctions économiques discutées à l'ONU. Alors des décisions, il a fini par en avoir, mais les principales mesures internationales coercitives interviennent très tard, peu avant la chute du régime en 1991. Plusieurs événements ont pourtant choqué à l'époque. Le massacre de Sharpeville en 1960, conduisant à 91 décès et 238 blessés, ou encore les manifestations
C'est l'occasion de préciser aussi quand même parce que pour le coup, si la question de la pratique du boycott, boycott des investissements sanctions, hein, BDS littéralement, c'est les deux grandes luttes anticoloniales historiques pour les générations de militants avant nous, ça a été l'Afrique du Sud et bah, d'ores et déjà Israël depuis le début. Et bon, maintenant c'est surtout vraiment Israël, mais en plus il y a un lien extrêmement fort entre la droite et l'extrême droite d'ailleurs d'Afrique du Sud et le comment dire et Israël dans toute sa continuité gouvernementale, hein. Euh, et oui, et du coup, il y avait, c'était quand même un gros sujet de mobilisation, y compris du coup, alors des partis communistes du monde entier, globalement, euh, de pointer l'attention vers ce qui se passait en Afrique du Sud, quoi. Manifestation de Soweto en 77, dont la répression fit 79 morts et 178 blessés, poussant par la même occasion, d'ailleurs, 28 pays africains à boycotter les Jeux Olympiques de Montréal se déroulant le mois suivant pour dénoncer la présence de l'Afrique du Sud aux Jeux Paralympiques. En effet, si l'Afrique du Sud est exclue des JO depuis 1964, elle ne l'est pas des Jeux Paralympiques. Plusieurs pays dénoncent aussi les liens des pays du Commonwealth, dont le Canada organisateur fait partie, avec l'Afrique du Sud, notamment sur le plan sportif. L'Afrique du Sud et l'apartheid, c'était un sujet probablement aussi présent que celui du conflit israélo-palestinien aujourd'hui, avec des enjeux et des logiques qui ont quand même quelques coïncidences, et donc on traitait timidement, mais parfois, de cela dans la culture populaire. Qui se souvient ici que Les Méchants de l'Arme Fatale 2, super film, Je ne pense pas que vous vouliez vraiment aller en Afrique du Sud. Et pourquoi? c'était des Afrikaners blancs. Parce que vous êtes noir. Quoi qu'il en soit, ce régime a pris fin en 1991, d'où Mandela qui sort de prison, qui devient président, etc., etc. Ça, normalement, vous avez à peu près. Et depuis, on a un peu lâché le dossier. Mais le dossier, il revient sur la table par Elon Musk et par Donald Trump. Régulièrement. Depuis l'année dernière, comme une rengaine. Car selon Elon Musk, les Blancs seraient victimes en Afrique du Sud d'un génocide. Il a même organisé aux États-Unis des rencontres de ces victimes, des victimes du dit génocide. Donald Trump, quant à lui, vient d'annoncer sa volonté de réduire à nouveau le nombre d'immigrants rentrant sur le sol américain. Il dit vouloir n'en faire rentrer que 7500, un chiffre qui semble ridiculement bas. Pour comparer... C'est pas un fait très nouveau, hein, cette panique autour d'un prétendu génocide blanc en Afrique du Sud. Déjà, il y avait pour vous dire à quel point ça se base sur du vent, il y a eu des rumeurs à ce sujet-là qui ont commencé à exister à l'international, etc. à partir de la fin de l'apartheid. Genre littéralement, ça existe depuis le début, cette panique, la panique raciale autour de ce sujet-là. D'ailleurs, point commun, enfin l'idée que les Noirs vont se venger, voilà, d'ailleurs, était sous-jacent un peu à la conservation de l'apartheid, y compris par par une gauche ségrégationniste, par une gauche raciste. Euh, L'idée de la vengeance noire, tout ça, enfin, c'est un sacré sujet. L'idée de la vengeance noire, que ce soit avec euh, ou de la vengeance juive d'ailleurs, hein, que ce soit avec l'Afrique du Sud ou avec l'esclavage ou ce genre de choses, c'est intéressant comme sujet, comme thématique. On traitera ça, on trouvera des moyens de traiter ça d'autres fois. Mais du coup, il y a une panique raciale là-dessus, avant même enfin l'idée que les Noirs vont se venger avant même la fin de l'apartheid. Après l'apartheid, il y a des rumeurs d'ores et déjà d'un prétendu génocide. Alors il y a aussi un truc factuel aussi, c'est que il y a des blancs propriétaires etc qui se barrent d'Afrique du Sud dès le début parce qu'ils ne veulent pas vivre côtoyer à égalité des Noirs. Enfin, pas dans ce pays-là, pas dans leur état. C'est et d'autant plus qu'en fait, la population, à ce moment-là, la population en fait, noire de peau, elle est majoritaire en fait, hein. Si on crée pas d'artifice, pour diviser, les citoyens, les niveaux de citoyens les uns entre les autres. Bref, mais du coup cette thématique-là, elle est intéressante parce qu'on peut la comparer aujourd'hui avec les questions d'Israël. Parce que cette question de, oui, non mais si on donne l'indépendance politique aux Palestiniens ou quoi, ils vont se venger. La panique, encore une fois, une panique d'une gauche, comment dire, d'une gauche sioniste coloniale, hein, éventuellement aussi. En fait, il n'y a pas de, enfin, en fait, juste comment dire, les populations en question
après avoir été détruit par des années, alors soit de systèmes racistes, soit alors bien pire aujourd'hui en Israël, mais par un génocide. Donc le niveau de précarité qu'ils affrontent, etc., l'inaccès juste à un toit, etc., ces personnes-là ont autre chose à foutre que d'entreprendre une vendetta en fait contre les bénéficiaires du système précédent en fait. Enfin, il y a plein d'autres choses à créer, hein. Il y a des systèmes de solidarité, etc. Enfin, juste pour faire, pour survivre et revivre et vivre dignement, quoi. En fait, et commencer à vivre dignement. Donc, c'est pas la principale préoccupation. Et ensuite, le fini ma tasse, merde. Enfin, euh, donc du coup, il y a eu en Afrique du Sud à l'époque, il y a eu la peur du génocide blanc. Et ensuite, il y a eu, hop, je vérifie un truc vite fait, hop, il y a eu la peur du génocide blanc, et en fait, ça n'a fait que croître au fur et à mesure. Et je me souviens que moi, quand j'ai commencé un peu à avoir une vie sur Internet et à me politiser sur Internet, il y avait déjà des droitards quand on était en 2017, hein, il y avait déjà des droitards sur les forums où ils donnaient hégémonie sur 4chan, etc., qui partageaient des trucs au sujet du génocide blanc en Afrique du Sud, en fait. Enfin, c'est vraiment un marronnier de la propagande d'extrême droite. C'est basé sur rien du tout de prouvable en fait, et c'est basé sur des rumeurs. Et en fait, alors c'est intéressant parce que comment? Pour le coup, des paniques d'émigrés, enfin de blancs, alors pas de blanc dans le sens blanc de peau, pas dans le sens blanc de race sociale, mais de blanc dans le sens, par exemple, les Russes blancs, genre les tsaristes qui fuient la révolution, par exemple. Enfin, les paniques d'exilés blancs, comme aujourd'hui, c'est beaucoup la question pour les pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale qui ont un État socialiste. C'est bon, le chavisme au Venezuela, typiquement. En fait, ces exilés blancs, ils se font circuler des paniques morales, etc., sur la barbarie avec laquelle ils ont été traités par les socialistes et tout. Mais en fait, alors ça, à la limite, euh, c'est généralement, ça peut se baser, alors avec avec gros travail de propagande à l'appui, hein, ça peut se baser sur des trucs vaguement concrets, mais alors par contre, la panique des exilés blancs en revanche d'Afrique du Sud, ça a toujours été particulièrement ridicule parce que genre, y a rien de concret, d'un tant soit peu concret ou tangible pour appuyer cette panique-là, cette panique morale-là. Donc, voilà ce que je pouvais en dire. Mais genre, à l'époque où moi j'étais de droite et où je voyais ce truc-là passer, je trouvais ça ridicule, hein, le coup du. Déjà à l'époque où j'étais de droite ou d'extrême droite, je trouvais ça ridicule. Ce délire-là sur la soi-disant génocide blanc où il y avait rien pour appuyer ça avec une quelconque démarche d'enquête pour appuyer ce truc-là. C'était vraiment de la grosse de merde. Par contre, à l'époque, j'étais bien infoxé par les trucs sur les exilés blancs d'autres pays socialistes d'Amérique. Mais parce que ça c'était. Bon, ça c'est de la propagande aussi, mais c'était au moins basé sur quelques trucs un peu plus tangibles, quoi, en termes d'image, ne serait-ce qu'en termes de production d'images, de documentation, tout ça. Euh, bref. Oui, bah alors très bon commentaire de No Food Just Man Cat. Bref. Oui, bah oui, je suis d'accord. Rien à redire. Ça Pareil, Joe conclut très bien la Biden, pour sa parenthèse. dernière année, ciblait 125 000 admissions et c'était déjà en deçà des besoins de l'économie américaine. Ces 7 500 places, a-t-il annoncé en octobre 2025, seraient ainsi majoritairement réservées aux Blancs d'Afrique du Sud, à qui il compte bien attribuer le statut de réfugié politique, ce qu'il a par ailleurs déjà fait pour certains, bien que les critères aient été loin d'être remplis. Donc le sujet des Blancs, des Afrikaners, de l'Afrique du Sud revient, et force est de constater que tout le monde mélange un peu tout. Parce que par exemple, la question de la culture afrikaans et du peuple blanc d'Afrique du Sud est un amalgame particulièrement
particulièrement présent chez Elon Musk, et si on en critique beaucoup le discours, eh bien on ne remet pas particulièrement en cause cet aspect, alors qu'il est, pour le coup, symptomatique d'une vision très apartheid de la question, et pas nécessairement très proche de la réalité. Je vais essayer de vous résumer tout ça, car c'est assez complexe. Avant de commencer, reprenons les bases. L'Afrique du Sud, 16 pays. Un pays multilingue et multiculturel, né de l'agrégation de plusieurs territoires par les Britanniques pour en constituer une colonie autonome en 1910, qui prend son indépendance en 1961. L'Afrique du Sud est donc connue pour son régime de ségrégation ayant eu cours de 1948 à 1991, que l'on associe souvent aux Blancs, aux Afrikaners, à la langue afrikaans. L'afrikaans, c'est une langue germanique, dérivée et proche du néerlandais et de ses dialectes. Elle est propre à l'Afrique du Sud, et c'en est même la troisième langue la plus parlée après le zoulou et le xhosa. Et oui, l'anglais ne figure pas dans le trio de tête. En Afrique du Sud, presque une personne sur 7, 13,5% de la population, a pour langue maternelle l'afrikaans. C'est la langue majoritaire dans la moitié ouest du pays, et elle déborde même un peu sur la Namibie, qui a un temps été une colonie de l'Afrique du Sud. Cette langue se fait reconnaître après le début de la domination britannique en 1815, puisque l'anglais s'impose dans la colonie, mais les descendants des colons néerlandais s'y opposent. Ils cherchent donc à entrer en résistance, et celle-ci passe par la revendication d'une culture propre et différente avec sa propre langue. Et on y trouve entre autres les racines du nationalisme blanc qui prend le pouvoir dans les années 1940. En Europe, l'image qu'on a de la langue afrikaans est indissociable de ce mouvement politique qui donnera l'apartheid, mais la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. Si les blancs ont lentement revendiqué cet héritage linguistique comme le leur, tous ne le parlaient pas, alors que dans le même temps, la langue afrikaans était aussi et peut-être même surtout parlée par des non-blancs. Et pour comprendre tout cela, retournons à l'origine de la colonisation européenne. L'Afrique du Sud est découverte en 1488, puis colonisée par les Néerlandais durant les années 1650. Le premier établissement colonial est fondé sur la péninsule du Cap de Bonne-Espérance, une zone relativement vide, visitée par quelques centaines de nomades khoi-khoi, sur lesquels les Européens comptent pour faire du commerce et donc obtenir de la nourriture. À l'époque, les premiers à faire le grand voyage sont des paysans néerlandais qui s'engagent à rester au moins 20 ans dans la colonie, contre des avantages fiscaux et monétaires. Ces territoires attirent néanmoins d'autres nationalités, des Allemands, proches culturellement et linguistiquement, et surtout des Français de confession protestante qui fuient à partir de 1685 la France de Louis XIV, où ils ne sont plus les bienvenus. Durant les années 1690, c'est un quart des colons européens qui ne sont alors pas d'origine néerlandaise, et dans ce quart, 2/3 sont des Français. Rapidement, et ce malgré leurs origines différentes, le néerlandais s'impose comme la langue de communication. Alors du coup, je fais pause aussi pour pouvoir justifier le commentariat pour pas avoir de problème de droit d'auteur, même si je compte mention Linguistica pour leur partage et tout, et puis globalement je pense qu'il n'y aura pas de souci avec la démarche. À mon avis. Mais ce qui est l'occasion de vous dire aussi, globalement, alors il n'y a pas beaucoup de vidéos de Linguisticae auxquelles moi je peux faire des réacts pertinents par rapport à la ligne éditoriale de ma chaîne, mais globalement je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce que il fait vraiment il fait des choses très intéressantes. C'est du très bon taf. Mais du coup, alors oui, alors ça peut faire bizarre des fois parce que les Pays-Bas sont a priori pas vus comme une grande puissance. On se souvient, on sait pas forcément que ça a été une puissance coloniale. Mais oui, alors les Pays-Bas, malgré leur taille, grâce aux possibilités que leur ont offert l'extension du commerce, en fait, grâce à un très bon positionnement dans le commerce, dans la primo-mondialisation du commerce, sont une grande puissance pendant un temps. Et globalement, ils le restent encore globalement jusqu'à la guerre de 7 ans, à peu près, sous le règne de Louis XV en France. Donc, et ça va continuer à décliner au fur et à mesure, assez lentement, ou durant l'ère industrielle et tout, où les Pays-Bas s'en sortent pas particulièrement bien par rapport à à ce virage-là économique par rapport à d'autres pays. Mais sinon, ouais, les pays, il y a eu un moment particulier, en fait, durant les temps modernes, après, bah justement, moment un peu de colonisation, d'ouverture des marchés, etc. Euh, la manufacture aussi, au début, c'est un pays qui s'en sort très bien avec les échanges sur les produits manufacturés, qui est précurseur aussi dans une certaine liberté de marché, qui à ce moment-là est intéressant du coup justement, qui a un pays aussi clé dans l'expansion du capitalisme au niveau mondial. Donc ouais, c'est un pays important en fait historiquement à ce moment-là précisément, les Pays-Bas. Et puis ça le sera vachement moins durant les temps modernes mais enfin pardon, durant l'époque contemporaine. Mais durant les temps modernes, c'est une puissance avec laquelle il faut compter, particulièrement en Europe et dans le monde colonial.
et au niveau naval, etc. Communication entre les colons. Cette langue est aussi imposée logiquement aux esclaves qui sont importés d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est. Puisque l'Afrique du Sud est un territoire difficile. En dehors du Cap, le climat est semi-aride sinon carrément désertique, on n'y trouve pas grand monde pour y exploiter la terre ou y travailler au champ, ces travailleurs doivent donc être importés, et ils le sont donc d'autres régions de l'Afrique, mais aussi d'autres colonies en dehors de l'Afrique continentale comme Madagascar, l'Indonésie ou l'Inde. Et il se trouve que ces arrivées viennent remédier à un autre problème structurel. Les colons européens sont, pour la plupart, des hommes. C'est donc au sein de la population d'esclaves, que ce soit par mariage, par concubinage ou par d'autres manières que je ne vais pas décrire ici, mais que vous devinez très bien, que les colons européens se reproduisent. 20 ans après le début de la colonisation, Voilà, alors là, ça me permet aussi de dire, alors, bon, à cette époque-là aussi, il faut dire une chose, le racisme n'est pas scientifisé et structuré de manière aussi rigide qu'il a pu l'être pendant la fin du 19e siècle. Voilà. Déjà, je pousse ça là d'abord, et ensuite, même dans un racisme assez scientifisé, il y a un peu cette idée aussi que c'est une bonne chose que des hommes blancs fassent des enfants à des femmes noires, puis que puis que leurs filles aient des relations avec des hommes blancs, etc. Et en gros, ça va diluer la négritude au niveau biologique, enfin, et ça va finir par donner des personnes blanches. Alors évidemment, pour des raisons de vision extrêmement prédatrice d'un point de vue sexuel, hein, le croisement homme blanc femme noire est tout à fait bien vu. En revanche, le croisement homme noir femme blanche, ça c'est hors de question. C'est vraiment hors de question à ce moment-là. Euh, et alors, c'est autre chose d'intéressant aussi sur cette colonisation. Il dit du coup, il y a presque que des hommes. Bah en fait, vu que la colonisation enfin, globalement c'est pas mal aussi dans la violence et aussi en mettant beaucoup à profit des métiers de la navigation qui sont très très fortement masculinisés, etc. Et bah effectivement, ouais, au début il y a que des mecs quasiment. Et du coup, c'est pas une problématique propre uniquement à cette colonisation-là, mais c'est très souvent le cas de manière générale. Euh, les manières d'implanter des femmes dans des colonies sont presque toujours on se démerde en fait pour que ce soit des femmes qui vont être dans une position de subordination extrêmement violente vis-à-vis des hommes colons. Et il y a une exploitation sexuelle et du corps pour la reproduction assez qui est particulièrement brutale, particulièrement brutalisée par rapport à ce que peuvent être les réalités en métropole. Il y a un film là-dessus, alors film qui m'a tétanisé, hein, que je pourrais plus voir, qui m'a quasiment trauma. J'ai oublié le nom du film, mais alors il est un peu connu. On y suit c'est un thriller. On y suit une bannière irlandaise qui est envoyée en Australie pour faire la besogne pour les militaires durant justement la colonisation australienne de l'Australie, du coup, par la couronne britannique. Et en fait, justement, cette femme, du coup, est vraiment victime, enfin, vraiment sujette à tout un tas de violences du corps militaire masculin. Et voilà, donc ce film vraiment traite de ça. Et donc, ouais, c'est des situations assez terribles de ce point de vue-là. Euh, une exception, peut-être, ça va être une bonne partie de disons, une colonisation assez tardive des États-Unis, la ruée vers l'ouest, est assez mixte, mais parce qu'elle relève d'une dynamique assez différente, parce que la colonisation des États-Unis, c'est vraiment beaucoup des populations minoritaires, c'est presque exclusivement d'ailleurs des populations minoritaires au niveau religieux, mais plutôt bien dotées en termes d'argent, etc., qui vont fuir, tout abandonner pour aller coloniser l'Amérique. Et en fait, on n'est pas dans la même dynamique parce que c'est plus vu comme justement une colonisation de peuplement. D'ailleurs, le fait d'être des minorités religieuses persécutées qui vont former une nouvelle blanchité hégémonique dans une colonie, c'est un énorme point commun historique entre les États-Unis et Israël, hein.
D'où aussi le fait qu'il y ait une empathie a priori, une compassion, une forme d'association de la part des élites américaines, qu'elles soient libérales, de gauche comme de droite républicaine, vis-à-vis vis-à-vis de la situation israélienne. Il y a vraiment une projection entre ces deux histoires. Et Israël est quasiment une répétition des États-Unis par pas mal d'aspects. Notamment le fait que les États-Unis soient fondés sur un génocide, enfin sur la conquête de l'Ouest, sur un génocide des populations autochtones. Bref. On constate alors que 3/4 des enfants dont la mère était ou avait été esclave ont un père européen. Parallèlement à cela, les Européens réussissent à nouer des contacts avec les Khoïkhoïs, avec lesquels ils collaborent régulièrement. Les Européens en connaissent l'existence d'avant la colonisation. Ils étaient déjà une étape pour de nombreux navires européens, principalement portugais, lors du passage vers l'océan Indien. L'histoire entre les Khoïkhoïs et les Européens est compliquée. Elle est caractérisée par du commerce, par des guerres ou des épidémies, selon les clans, les territoires et les nations européennes impliquées. Dans la nouvelle colonie du Cap, fondée par les Néerlandais, l'expansion pousse de nombreux Khoïkhoïs à migrer vers le nord. Lorsqu'ils décident néanmoins de rester sur leur terre, ils deviennent interprètes, domestiques ou travailleurs agricoles. Ils se métissent avec les Européens ou les esclaves, et ils adoptent le christianisme et la langue néerlandaise. Cette population prendra le nom de Griqua en 1813, du nom d'une tribu nommée Gurli Gika, dont certains étaient issus à l'origine. Dès le début de l'histoire de la colonisation sud-africaine, donc, apparaît une population métissée de langue néerlandaise, dont les origines ethniques sont très diverses. Et c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle le néerlandais est devenu l'Afrikaans. Cela ne fait aujourd'hui aucun doute si le néerlandais localement parlé au Cap devient si différent dès le début du XVIIIe siècle, jusqu'à constituer une nouvelle langue à part entière aujourd'hui, c'est précisément parce qu'une masse critique de ses premiers locuteurs africains n'avait pas du tout le néerlandais comme langue maternelle. Le développement de la langue afrikaans doit beaucoup à l'influence des esclaves et des Khoïkhoïs qui, en apprenant cette langue, font des erreurs. Et de ces erreurs naissent la régularité, en chassant les exceptions, et la simplification d'un certain nombre de traits grammaticaux sur lesquels je reviendrai plus loin dans la vidéo. Les Européens, notamment les Français, jouent aussi leur rôle dans cette évolution linguistique. Comme ce néerlandais imparfait était alors celui des petits paysans, de leurs esclaves, et des populations noires locales qui, bien qu'elles étaient libres, avaient un statut social inférieur aux colons blancs, elle a aussitôt fait l'objet d'un rejet de la part des élites bourgeoises et aristocratique, pour une langue jugée inférieure, décadente, abâtardie, incorrecte, incivilisée. Et puis, l'Angleterre arrive. La Grande-Bretagne occupe le Cap à plusieurs reprises dès 1795, avant d'annexer la colonie en 1815. Dès lors, aussitôt, les Britanniques envoient des colons en cherchant à agrandir leur territoire sur les Zoulous. Leur arrivée pousse aussi les anciens colons européens de langue afrikaans à la fuite vers le nord-ouest, où ils fondent de nouvelles colonies. Ils se retrouvent isolés, sans accès à la mer, mais disposent cependant de terres plus fertiles. On les appelle les boers, d'un mot néerlandais signifiant paysans. Ils fondent notamment le Natal ou Natalia, l'État libre d'Orange et le Transvaal. Certaines autres, plus petites, sont fondées par les Griqua, c'est-à-dire les métis d'origine Khoïkhoï mais ayant adopté la langue néerlandaise, devenue à ce stade l'Afrikaans, et la religion chrétienne. C'est le Griqua-Lang et Philippolis notamment. Cependant, 80% des colons de langue néerlandaise ne participent pas à cet exode, et ils restent dans la partie occidentale d'Afrique du Sud où l'anglais s'impose dans l'administration. Cet événement a deux incidences. La première, c'est une plus faible pression du néerlandais des Pays-Bas. La bonne et la haute langue est désormais coupée de l'ancienne colonie. La seconde, c'est que le néerlandais local, ce néerlandais africain impur et insolite, devient un symbole de résistance à l'administration britannique. Tout au long du 19e siècle, alors, l'Afrikaans se franchit plusieurs étapes vers sa reconnaissance comme langue à part entière, indépendant du néerlandais standard qui reste néanmoins utilisé, et ce notamment dans le domaine religieux. Une étape importante, et bien qu'elle n'ait l'air de rien, c'est l'adoption de l'Afrikaans comme langue d'instruction dans les écoles musulmanes de la communauté malaise. Ainsi, dès 1815, l'Afrikaans est utilisé et enseigné, avec comme système d'écriture celui de l'arabe, pour comprendre et pour étudier le Coran. En effet, la plupart des populations de confession musulmane, dont beaucoup étaient originaires d'Inde et d'Asie, adoptent l'Afrikaans comme langue véhiculaire durant cette même période et l'institutionnalisent avant les autres. L'Afrikaans en alphabet latin apparaît quant à lui à l'écrit dans les journaux et dans les textes politiques au cours des années 1850. Le premier livre est publié en 1861, le premier journal en langue afrikaans exclusivement apparaît en 1876, mais à cette époque, cette langue est encore considérée par la bourgeoisie du Cap comme une langue de paysans, ceux-là même qui sont partis vivre au loin dans les terres sauvages. Et pour beaucoup, c'est surtout une langue de domestiques, une langue de non-blancs, une langue de ceux-là même qui les servent au quotidien. Selon la logique de la bourgeoisie du Cap à l'époque, les vrais blancs parlent quant à eux le vrai néerlandais, celui des Pays-Bas,
ou alors l'anglais de la capitale, l'anglais de Londres, mais certainement pas cette variété abâtardie, décadente, apportée par les paysans de Flandre ou de je sais pas d'où, et hybridée avec machin et trucs. Alors ça, n'en parlons même pas. Et alors là, vous vous dites, comment est-ce qu'on est passé de cette image, de ce statut, à précisément le contraire en moins d'un siècle? Les Britanniques et les colons de langue néerlandaise s'entendent assez mal, et ce dès le début. Chez les Blancs, il existe notamment une grosse conflictualité entre la bourgeoisie urbaine, plutôt anglo-saxonne, et les paysans, plutôt, sinon exclusivement afrikaners. L'imposition de l'anglais comme langue officielle et l'abolition de l'esclavage sans compensation financière font partie des gros points de litige. Ajoutez à cela que les Britanniques poursuivent les colons ayant fui pour fonder de nouvelles républiques en vue notamment de les annexer, et vous avez à peu près une idée globale de leurs relations tumultueuses. Après avoir annexé le Natal en 1843, la Grande-Bretagne reconnaît officiellement en 1854 l'existence des autres États fondés par les migrants afrikaners. On les appelle alors les républiques bourgs. Cette cohabitation pacifique ne dure pas, puisqu'en 1871, la Grande-Bretagne apprend l'existence de mines de diamants dans le Griqualand, alors revendiquées par ces mêmes républiques bourgs. Le conflit politique reprend, et pour y mettre fin, les Britanniques décident en 1877 de prendre la ville de Pretoria et d'annexer le Transvaal. C'est la première guerre des bourgs. Un mouvement de résistance se met en place, gagne quelques batailles et proclame l'indépendance. Un armistice est signé en 1881, le Transvaal est définitivement annexé, mais une très large autonomie lui est alors accordée. Dès lors, les Britanniques peuvent s'y installer et venir y participer à la ruée vers l'or et vers le diamant. Très rapidement, les bourgs deviennent minoritaires au Transvaal et la nouvelle majorité britannique tente de renverser le gouvernement bourg. Après de nombreuses péripéties politiques, quelques faits divers qui aggravent les relations entre les bourgs du Transvaal et l'autorité britannique, la guerre éclate à nouveau en 1899. Les bourgs envahissent les colonies du Cap et du Natal directement administrées par les Britanniques, et bien que le rapport de force leur devient rapidement défavorable, en continuant à résister sous forme de guérilla, ils provoquent une réaction disproportionnée des Britanniques. Ces derniers adoptent la stratégie de la terre brûlée, ils détruisent 30 000 fermes. Bah déjà, là, on a quand même, alors déjà un élément de complexité qu'on peut aborder du coup sur la question de cette histoire dans le temps long de l'Afrique du Sud, c'est qu'on a une problématique coloniale qui se superpose avec une problématique raciale, puisque des Noirs non natifs qui ont été importés comme travailleurs libres, mais dépourvus de droits et de citoyenneté, ont été amenés dans la colonie. Et en plus, il y a une question de tension ethnique entre entre des populations blanches pour le coup, voilà. Entre héritage des des Néerlandais et les nouveaux maîtres anglais, quoi. Donc et alors ça va être assez intéressant du coup à souligner. Pourquoi est-ce que... Alors je fais une pause là-dessus, aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé, qu'il faut que je justifie le commentariat pour les robots de YouTube, de Twitch, etc. Mais il y a aussi d'autres choses intéressantes à en dire, c'est que justement là, ça va nous montrer que euh, le fait que l'Afrique du Sud devienne en 1947 cet état post-nazi qu'on a connu du système d'apartheid, etc., ce n'était pas l'évidence même. Ce n'était pas l'évidence même parce que dans les forces conflictuelles qui se trouvent sur ce territoire, il y aurait aussi très bien pu y avoir une concorde, on va populiste ou de classe en fait, entre des Néerlandais en fait et des populations noires, qu'elles soient décolonisées ou des héritiers des travailleurs importés. Il y aurait pu, et d'ailleurs il va l'aborder au fur et à mesure de la vidéo, donc elle est très bien construite de ce point de vue-là, mais vraiment, il y avait un destin possible de l'Afrique du Sud, d'être à un point de départ d'une concorde au-delà de la question raciale, parce que autour malgré tout de la question de qui est propriétaire des terres, de qui détient les moyens de production, etc., il aurait pu y avoir une concorde, soit populiste, soit de classe socialiste, contre les grands propriétaires britanniques en fait. Mais un peu de la même manière qu'en Irlande, il y a eu il y a eu une concorde de tout un tas de populations potentiellement assez différentes contre l'envahisseur britannique. C'est voilà, ça aurait pu être une possibilité. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça à cause d'un élément dont je vais vous... Alors je vous tease un peu, je vous dis pas quel est
quelles sont les grandes décisions politiques, quels sont les grands choix politiques qui vont faire au final qui vont au final paver la voie vers le système post-nazi du Parti national des Afrikaners blancs en 1947. On va voir ça au fur et à mesure, il va l'aborder, et vous allez voir que ça va pouvoir se comparer avec pas mal de situations historiques. Une quarantaine de villes-bourgs, 120 000 d'entre eux, soit un quart de leur population, est placé en camp de concentration, et avec eux, 120 000 noirs et métis de langue afrikaans. Un quart des bourgs et un huitième de ces prisonniers mourront dans ces camps de faim et de maladie. En 1902, la population des républiques bourgs est soit en situation de famine, soit emprisonnée, soit sans abri, soit sous occupation britannique. La guerre se termine alors par le traité de Vereeniging, soit littéralement le traité de réunification, conduisant à la création de l'Union d'Afrique du Sud en 1910. Conformément au traité, le néerlandais et l'anglais deviennent des langues co-officielles. Donc, comme vous le voyez, parler des Blancs en Afrique du Sud, jusqu'au début du XXe siècle en tout cas, ça ne va pas de soi. Il n'y a pas les Blancs, il y a les Anglo-Saxons et les Afrikaners. Et ils se font la guerre. Et ces Voilà, donc là il parle de ça, il parle du fait que du coup il n'y a pas du fait de sa situation, de son histoire bien particulière, il n'y a pas de blanchité a priori, en fait. Il n'y a pas d'union dans la blanchité a priori au début en Afrique du Sud, ce qui est même différent d'autres espaces coloniaux, hein. Parce que, comment dire, prenons, par exemple, alors c'est l'exemple justement, on va continuer là-dessus. Prenons l'exemple du Volksstaat des nazis là, que ce serait soi-disant le Raj britannique. Bah dans le Raj britannique, il y a vraiment une hiérarchie raciale à la couleur de peau perçue importante quoi. Dans énormément de l'espace colonial français, il y a vraiment cette question aussi de la hiérarchie, bah, typiquement en Indochine, hein. On trie politiquement les blancs vis-à-vis des jaunes, en l'occurrence en Indochine. Voilà, donc c'est des choses. Voilà, il y a plein d'espaces où beaucoup plus tôt il va y avoir on va créer une blanchité par opposition du coup aux colonisés. En Afrique du Sud, qui pourtant est un symbole historique pour nous, beaucoup plus récemment, d'un système raciste, suprémaciste blanc. Bah, il n'y a pas de possibilité il y a pas on peut pas constater une union d'une blanchité comme ça. C'est pas du fait de son histoire, c'est pas la même chose. Et alors du coup aussi, ça me permet aussi de signaler un autre truc, c'est que la guerre des bourgs. En général, nous en histoire française, enfin en histoire scolaire française, ce qu'ait été la guerre des bourgs n'est presque pas connu, hormis pour un seul truc, une affiche de propagande. Euh, Afrikaners, hop. Voilà. Donc, la guerre des bourgs en histoire scolaire française, elle n'est connue presque que à travers cette image de propagande, pour dire que cette image-là, qui avait déjà eu un certain succès, a été ressortie pour la Première Guerre mondiale. À la base, c'est une affiche de propagande pour la guerre des bourgs parce que l'armée, à ce moment-là, le Royaume-Uni a un système d'armée. En fait, il n'y a pas de conscription, il n'y a pas d'armée professionnelle, mais par contre, il y a une armée de volontaires pour résoudre des guerres, pour résoudre des crises. Et comme à l'époque, le Royaume-Uni est le centre impérialiste, est le centre de l'empire en fait capitaliste, là où depuis ce centre a été tenu par les États-Unis. Ils sont quasiment tout le temps en guerre. Et cette affiche, du coup, appelle la population britannique à s'engager dans cette guerre, dans cette guerre coloniale. Et alors c'est intéressant du coup parce que on voit aussi que la conception qu'on propose à ce moment-là aux Anglais, aux nationaux anglais, de la défense de leur patrie, c'est une vision de la défense où notamment bah il faut pas reculer sur la conquête de nos possessions là où il y a des mines là où il y a des mines de pierres précieuses, d'argent qui sont le sujet sensible en Afrique du Sud et qui justement mènent à des tensions, à la guerre, etc. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Bouf. Je range toutes les petites fenêtres.
D'ailleurs, ils partagent une grosse partie de leur culture, notamment leur langue et leur religion, avec des populations métissées, et ce Mm. depuis un moment déjà. Dans cette nouvelle union sud-africaine, ce passé guerrier, logiquement, est très mal vécu et même assez structurant de la vie politique, dominé par des blancs, certes, mais des blancs qui s'opposent selon un critère linguistique et historique. La bourgeoisie blanche est plutôt anglophone, récemment arrivée et disposant du pouvoir économique et politique. Le prolétariat blanc, lui, est arrivé avant, il vient de se taper les camps, la famine, et il parle afrikaans. La stratégie du gouvernement, elle va être simple et ça va donc être la suivante. Il faut fédérer les populations blanches derrière les mêmes intérêts, en gommant leurs différences de statut par différentes lois qui leur sont favorables, aux dépens des populations noires, mais aussi, plus à la marge, aux dépens des métis du Cap. Les blancs anglophones cherchant malgré tout à imposer l'anglais dans un certain nombre d'établissements scolaires aux dépens de l'afrikaans, la création d'une solidarité blanche ne prend pas très bien. La défense de la langue devient plus que jamais un enjeu identitaire pour tous les locuteurs blancs de cette langue, qu'ils soient du Cap, du Transvaal ou d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle à partir de ce moment-là les afrikaners. Les afrikaners cherchent alors, en s'organisant en parti indépendantiste, à mettre fin à la domination britannique en Afrique du Sud. La Première Guerre mondiale, qui oblige les Sud-Africains à partir se battre en Europe contre l'Allemagne, n'aide en rien. Les afrikaners sont pour beaucoup contre cette mobilisation et certains se rallient même à la cause allemande, ces cousins germaniques d'Europe qui n'ont rien demandé, etc., etc. Pour calmer les afrikaners, dont beaucoup sont déclassés et en proie au chômage, le gouvernement libéral-conservateur met en place ses premières lois raciales et indigènes dans les années 10 afin de réserver une partie des emplois miniers aux blancs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire industrielle et minière de l'Afrique du Sud et des anciens États qui composent l'Union en 19... Un truc qu'il n'a pas abordé, qui est intéressant aussi, c'est que quand l'Allemagne se fait vaincre, alors je vais vous montrer une carte, hop, euh, carte du monde 1914. Voilà. Donc, quand l'Allemagne est vaincue, comment dire? Ah, je sais pas si c'est peut-être un peu trop petit. Vous voyez pas, faut que je zoome. Comment je fais pour zoomer? Je n'y arrive pas. Faut que le problème c'est que là vous voyez rien sur la rediff. Donc faut que je mette ça en plus gros. Je vais ouvrir l'image dans un autre onglet. Voilà, là on voit un peu plus ce qui se passe. Ok, c'est génial. Donc voilà, carte du monde 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. En gris, c'est l'Allemagne et ses colonies. L'Allemagne et des colonies juste ici. Est-ce que vous voyez mon viseur? Ouais, vous voyez mon viseur. Vous voyez mon curseur. Voilà. L'Allemagne a des colonies juste ici. Et en fait, quand l'Allemagne est vaincue et qu'elle perd ses colonies, la majorité va partir pour le Portugal. Enfin, la majorité. Une bonne partie part pour le Portugal. Mais sinon, c'est pour les Anglais. Et les Anglais, notamment, qui vont filer le sud-ouest, justement, des colonies allemandes, qui vont le filer à leur protectorat. Du coup, enfin, à ce moment-là, c'était une division administrative, hein, vu que ça leur appartient. Ça appartient à l'Empire britannique, l'Afrique du Sud. Ils filent une partie à l'Afrique du Sud. Et du coup, ça fait que vous avez des colons blancs qui d'ailleurs ont pratiqué un génocide, hein, parce que, alors au cas où vous ne le saviez pas, les Allemands, lors de leurs deux colonisations, là et là, ils ont pratiqué, ils ont pratiqué 3 génocides différents. Voilà, donc, euh, du coup, ils se retrouvent à récupérer des populations de langue germanique, qui eux, en revanche, ont une identité coloniale extrêmement fondée sur leur blanchité, qui pour certains sont quand même restés propriétaires terriens, malgré tout, et qui en plus, pour les plus vieux, les plus âgés, se sont mouillés les mains dans un génocide. Voilà. Donc, vous comprenez aussi qu'il y a un remodelage un peu des forces politiques, de l'équilibre politique, au moment où ces populations-là sont intégrées en fait à l'Afrique du Sud, quoi. Voilà, donc j'espère que la démonstration, carte à l'appui, fut limpide. Voilà, tel un vrai prof d'histoire géo, j'ai pu vous montrer une carte et vous expliquer des trucs en regardant la carte. Voilà, parce qu'on est sur un contenu sérieux ici.
bien que je n'ai pas mon diplôme, pour le moment. 1910, même s'il faudrait, c'est vrai, le faire pour bien comprendre. Mais en gros, comme partout dans les colonies britanniques, la division du travail obéissait aussi à une division raciale à l'origine. Les blancs prenaient les emplois qualifiés, et les emplois non qualifiés, eux, étaient réservés aux noirs et aux métis. Les lois de 1910 obéissaient à cette logique et privaient les populations noires d'un certain nombre de droits pour les inciter fortement à prendre ces emplois disqualifiés et mal rémunérés. Cependant, la main-d'œuvre nécessaire était si importante que ça ne suffisait pas, loin de là. De nombreux migrants chinois et de nombreux afrikaners, pauvres, sans biens ni moyens, au sortir de la guerre des bourgs, ont rejoint le contingent des travailleurs. En parallèle, les ouvriers non qualifiés ont gagné en qualification, et beaucoup n'étaient pas blancs. Mais les blancs qui avaient les postes qualifiés, eux, ils avaient peur d'être remplacés, surtout parce qu'ils coûtaient pas mal plus cher, en fait. Les sociétés minières connaissant une période de récession dans les années 20, sous la pression de la bourgeoisie, le gouvernement change sa politique pour sauver la bonne croissance et la bonne rentabilité du secteur minier. Ils rendent alors possible l'embauche des noirs dans les mines au quart du salaire d'un blanc. Les mineurs afrikaners, coûtant plus cher à même niveau de qualification en vertu des lois raciales, sont donc confrontés au licenciement et au chômage de masse. Accusant le gouvernement et les grands groupes miniers de dumping racial, d'être mis en concurrence avec une main-d'œuvre bien meilleur marché, ils se révoltent. Les afrikaners rentrent en grève et s'ils sont soutenus par le Parti communiste et par des syndicats anglophones, pas toujours pour servir les mêmes objectifs, leur grève est réprimée par la police dans le sang. À cette époque, le prolétariat afrikaner minier est une véritable locomotive des mouvements socialistes, communistes, bolcheviques d'Afrique du Sud. Pour contrer la montée des idéologies radicales de gauche, le gouvernement va cibler un autre parti, le Parti national, pour qui la question n'est pas salariale, mais pour qui la question est surtout raciale. Bon, que ce soit dit, les communistes et les socialistes d'Afrique du Sud, dans les années 20, ne sont pas au clair sur les questions de la ségrégation. Si certains veulent abolir les lois raciales, beaucoup se taisent pour ne pas perdre l'électorat blanc raciste. Faut quand même garder ça en vue. Jan Smuts, lui-même général bourg, tête du gouvernement, va donc se rapprocher des capitalistes, des sociétés minières et des nationalistes pour endiguer la montée de la gauche portée par le prolétariat afrikaner. La révolte du Rand, une grève où ces derniers arborent le drapeau rouge, est réprimée par les tirs de la police, menant à une véritable insurrection. Ayant peur d'une révolte communiste, Smuts déclare la loi martiale et réprime le mouvement social dans la violence. Le gouvernement de Jan Smuts, cherchant à calmer ce prolétariat blanc, offre en parallèle de nouveaux cadeaux aux afrikaners aux dépens des populations noires et métisses dès 1923 pour chercher à séduire cet électorat. Suite à cet épisode, le gouvernement libéral conservateur s'effondre et en 1924, grâce aux métis aux afrikaners, la gauche gagne les élections. C'est à ce moment, sous le gouvernement Herzog, que l'afrikaans est reconnu comme langue officielle à la place du néerlandais. L'administration devient bilingue dans la fonction publique, des quotas de colons anglophones sont adoptés pour réduire l'immigration de langue anglaise dans les zones de langue afrikaans, le gouvernement Herzog augmente aussi de 60% le budget de l'éducation consacré aux métis, il mène une politique de scolarisation des enfants de couleur, il leur permet la création de pensions de retraite et il leur prévoit une équité entre les blancs et les autres populations dans les emplois de travaux publics. En 1931, Herzog obtient même le droit de vote des femmes. Mais en 1932, la crise économique frappe fort. Smuts, l'ancien premier ministre sanguinaire, et Herzog, le nouveau premier ministre socialiste, décident alors de s'allier. Le climat politique est donc celui-ci. On a une haine profonde entre une grande partie de la population blanche de langue afrikaans et la population blanche anglophone et ou pro-britannique, et tout ça c'est hérité des conflits militaires, sur fond de lutte des classes, et dans un monde où la population noire autochtone sert de soupape pour le gouvernement, qui déshabille Jacques pour habiller Paul, suivi d'une parenthèse socialiste qui promet beaucoup de population métissée, mais qui, pour se maintenir au pouvoir, décide de s'allier avec les anciens ennemis politiques, parce que c'est la politique, quoi. La nouvelle alliance vise, une fois n'est pas coutume, à fédérer à nouveau un même peuple blanc unifié. D'où son nom, le Parti uni. Ce nouvel attelage, considéré comme modéré, antifasciste et anticommuniste, vise à conduire une politique raisonnable, une politique de statu quo, considérée comme fondée sur un esprit de tolérance. Opposé à l'apartheid, le Parti uni considère par contre que la minorité blanche doit rester maître du jeu et des institutions, et limite donc les droits des populations noires pour se donner ses garanties, mais de manière neutre et apolitique. Très important. Partie de la bourgeoisie urbaine anglophone, dont le périmètre s'est étendu depuis les années 20, notamment une partie des afrikaners, qui ont vu leur niveau de vie augmenter sous le gouvernement Herzog, il est celui qui retire aux Noirs et aux Métis du Cap le droit de vote et d'émargement sur les mêmes listes que les Blancs en 1936, un droit qu'ils avaient pourtant acquis en 1853, et il leur limite le droit de propriété, le tout pour chercher à réduire l'immigration dans les territoires à majorité blanche. Pendant ce temps-là, pas mal d'Afrikaners sont déçus par cette politique, ils développent un racisme exacerbé vis-à-vis des Noirs qu'ils voient comme des concurrents et comme une menace démographique. Ils nous volent notre travail, tout ça. Et qu'est-ce que ça donne quand ça arrive au pouvoir, ça ?
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Parti uni, convaincu de gagner, perd d'une courte tête face au Parti afrikaner qui s'est allié au Parti national, un parti isolationniste et fasciste. Obsédés par leur survie et par leur peur de disparaître, les dirigeants de cette alliance mettent alors en place, sur le modèle américain des réserves indiennes, le régime de l'apartheid. Au départ, le Alors bon, il a dit fasciste, bon moi je dis nazi surtout, enfin post. Alors nazi, historiquement nazi à ses débuts, et puis post-nazi après 45. Mais voilà. Mais vraiment nazi même plus que fasciste hein, quand même. Bon, et alors du coup aussi, bah tiens, donc, la gauche, qui pour préserver certains trucs, décide de s'allier, voire de fusionner dans un parti, dans un parti à vocation à être le seul raisonnable, avec la droite modérée, qui fait une politique de droite. Et en fait, ça clive les ouvriers autour de la question raciale. Et au final, ça sert la soupe à une alliance de cette même droite qui finit par trahir autant les alliances vers l'extrême droite. Mais ça alors, qui aurait pu prédire Euh, Alors, alors en vrai, le parti en question, alors je te tape Parti national d'Afrique du Sud. Alors, il est décevant, hein. Le drapeau, c'est le drapeau du Parti national, c'est Parti national, je vais mettre Afrikaner, il va trouver plus facilement. Peut-être. Voilà. Hop, le drapeau du parti, c'est ça. Donc bon, décevant, mais comme le Parti national au pouvoir après une période de radicalisation, une espèce de petite phase totalitaire à l'occasion de l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1962. Finalement, se modère, rentre dans un moule néolibéral mondialisé, devient plus une espèce de copie du réganisme qu'autre chose. Et bah, au final, se développe sur sa droite, avant même la fin de l'apartheid, un autre parti, le Parti conservateur, qui lui a un drapeau peut-être un peu plus, comment dire, on voit toujours pas le drapeau du parti en question. Euh, explicite, c'est-à-dire parce que comment dire, le drapeau du parti du parti national afrikaner, c'est surtout justement une référence en fait à je trouve une référence nostalgique en fait à la collaboration. Donc voilà, c'est pas un truc de fou en termes de référence au nazisme, mais par contre il y en avait un autre qui est putain le parti conservateur. En revanche, je vais mettre parti conservateur afrikaner là aussi, il va peut-être le trouver mieux. Ah, il le trouve toujours pas. Bon, et ben le parti conservateur, du coup, qui est le truc qu'il voulait prendre pour sa droite, le parti national, lui, pour le coup, c'est littéralement un drapeau nazi avec trois bras musclés qui forment
une simili-croix gammée au cœur du drapeau en question. Voilà. Donc ce drapeau et ce visuel est relativement visible sur internet de temps en temps. Il est pas forcément si. Après, sa signification exacte est pas forcément très connue. Voilà. Alors ça, du coup, le drapeau du Parti national, en revanche, c'est une corne de brume, j'ai bien l'impression. Voilà, donc c'est pas sur un fond orange, donc c'est pas non plus le truc le plus dingo. Ouais, alors t'as raison, je vais mettre conservative, conservative party South Africa. Voilà, c'est ce drapeau là dont t'as une vague trace. Alors, aïe 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 aïe. Ouais, est-ce qu'on l'a au complet dans le. Non mais là quand même ça se. Ouais voilà, ça se voit, on voit la silhouette, c'est. Voilà. Le gouvernement de Daniel François Malan ne s'intéresse pas tant à la question raciale qui est selon lui secondaire, et qui se réglera toute seule dès lors que les problèmes du prolétariat blanc de langue africaine seront traités. Mais sous l'impulsion du ministère de la Justice, la tournure que prend cette nouvelle orientation politique s'axe principalement et paradoxalement sur la question raciale. La mixité génétique et raciale est interdite en 1949 et la sexualité interraciale en 1950. L'idée c'est alors de freiner le processus d'urbanisation et d'occidentalisation des populations noires autochtones en les cantonnant à des régions nommées Bantoustan. En séparant strictement les populations noires et blanches, les afrikaners pensent empêcher un soulèvement autochtone qui les conduirait à devoir fuir ou périr, avec leur langue, avec leur héritage, avec leur culture. Dans l'Afrique du Sud blanche, les afrikaners représentent alors 60% de la population totale. Dans cet espace qui devient désormais le leur, ils promettent Le fait de créer un Bantoustan, je cite, pour foutre tous les noirs à part. Alors là, encore une fois, on n'est pas encore dans un. On n'est pas encore tout à fait dans un régime d'extrême droite à cette époque-là, hein. C'est vraiment, genre littéralement, le truc des racelards de merde sur internet de ouais, créer un pays à vous, là le Wokistan, machin. Ils ont littéralement fait ça, mais au sein même de leur pays. Genre, ils filent une espèce de sous-état. Ils filent une espèce de région où juste c'est juste les trucs désertiques, les ventes désertiques pour les gens dont ils veulent pas, quoi. C'est vraiment une dingue. leur langue en revendiquant l'héritage, la défense, la littérature. Néanmoins, dans leur idéal raciste et nationaliste, ils excluent de ce patrimoine les métis qui, comme nous l'avons déjà évoqué, adoptent et parlent cette langue pour certains dès les tout débuts de la colonisation, et donc depuis des siècles, et alors même qu'ils avaient, par endroits, des droits similaires à ceux des Blancs. Par ailleurs, il est quand même important de comprendre Alors, du coup, justement, sur le côté nationaliste, comment dire, vraiment beaucoup plus raciste que nationaliste, hein, parce que, encore une fois, enfin, on l'a vu au fur et à mesure de la vidéo, mais, comment dire, si on parle vraiment de nation, l'Afrique du Sud, c'est un endroit où c'est compliqué, du coup, de parler de, genre, d'une nation unie avec les Blancs, parce que il y a cette question, cette question néerlandais et anglais, euh, qui est compliqué, quoi. Donc bon, le fait de dire justement, bah en fait, il y a pas de problème entre néerlandais et anglais. Et en fait, juste on est des blancs et on s'intègre dans une sorte c'est très important ce truc-là pour cette culture-là suprémaciste blanche. C'est dans une espèce d'internationale blanche coloniale. Bah, enfin, c'est pas très, du coup, c'est pas très nationaliste, hein, comme comme vision des choses. un truc. Dans le logiciel sud-africain, les populations blanches, ça inclut aussi celles issues du Maghreb et du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, et ça inclut aussi les Juifs, pour des raisons géographiques. Les Taïwanais, les Sud-Coréens et les Japonais avaient le statut de blancs honoraires, qui donnait les mêmes droits, là aussi pour des raisons diplomatiques. Donc les Blancs, en Afrique du Sud, c'est aussi les Arabes.
C'est aussi les Asiatiques, globalement, et c'est aussi les Juifs. Je le note quand même ici, parce qu'il y a une période de l'histoire où en Europe, c'est quand même pas la même. Petite précision, mais qui semble néanmoins importante, personne ne voit les mêmes couleurs, les mêmes races ou les mêmes communautés selon les époques, selon les régions ou selon les enjeux politiques. Donc si je parle des Noirs et des Métis, Ouais, voilà. Alors aussi, faut comprendre un truc, c'est que je crois que le Topcom, si ma mémoire est bonne, sous la vidéo, rappelle ce truc-là. Mais en fait, il y a quand même pas mal dans les sciences raciologiques de l'époque. Alors pas dans l'art raciologie, qui se veut être une science de la race à part entière, et qui est d'ailleurs considérée comme une pseudo-science dans beaucoup de pays. Dans les sciences raciologiques, alors je vous donne la différence entre les deux. Les sciences raciologiques qui sont l'essence qui étudie la race. En fait, c'est tout un tas de disciplines scientifiques différentes. Il y a il y a de l'anthropologie, il y a de la phrénologie, il y a de la sociologie, il y a de la linguistique, il y a de l'histoire, il y a plein de choses différentes. Tout, il y a de la géographie et tout ça, ça prétend analyser une unique espèce humaine mais divisé en plusieurs races parce que au fur et à mesure de son évolution, Homo sapiens selon les territoires qu'il a fréquentés en migrant en fait, n'a pas eu les mêmes opportunités pour développer son cerveau, son comportement et ses gènes. Et les gènes sont prédicateurs d'une moralité et sont créateurs de culture. Voilà. Donc ça c'est la vision raciste scientifique. Et vous avez une vision de la raciologie, qui se veut être une science de la race à part entière, complètement à part entière, qui elle pour le coup étant scientifique et qui déjà à l'époque est vue comme étant quand même une pseudo-science dans beaucoup d'endroits, qui elle veut qu'il y ait carrément pas d'humanité commune et qu'en fait il y ait quatre humanités divergentes. Voilà, qui ont vraiment pas de lien entre elles. Mais du coup, dans la majorité du racisme, qui se veut scientifique, les Indo-Européens qui sont en gros, c'est une population qui a sans doute commencé à se former justement, comme il dit, en Syrie, au Liban, dans ces espèces de territoires devenus plus tard terres arabes. Et en fait, les Arabes sont des Indo-Européens. Éventuellement, sont des blancs selon les variantes. Alors aussi, alors une autre nuance, les Arabes du Moyen-Orient, les Moyen-Orientaux sont vus comme blancs souvent, comme des Indo-Européens blancs. Et par contre, les Maghrébins, donc les Arabes d'Afrique du Nord, sont souvent vus comme des métis entre des Arabes beaucoup plus purs, de race beaucoup plus pure, et des Noirs. Et à ce titre-là, sont vus comme un peu dégénérescents. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là qu'il existe un racisme suprémaciste blanc arabe, enfin spécifiquement arabe, hein. Comme d'ailleurs c'est le cas de tendances minoritaires qu'il y avait sous le régime des Assad d'ailleurs. Comme c'est des choses qui ont été développées par le Parti national-socialiste syrien par exemple, qui après s'est globalement fait latter en termes de popularité, s'est fondu dans le Parti socialiste du Baath de Syrie. Et en fait, l'idée, c'est de dire justement, bah oui, en fait, les Arabes, c'est des blancs, c'est des Indo-Européens. Du coup, il y a un panarabisme à former au niveau diplomatique pour une espèce de fédération, un peu comme la fédération européenne, mais au niveau des pays arabes. Mais quand même, il faut avoir en tête que les populations maghrébines, elles, sont mélangées, métissées, et qu'en fait, c'est pas des purs, quoi. Voilà. Donc voilà, donc le petit encart raciologique. depuis tout à l'heure, et que je parle pas des Asiatiques et des musulmans, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, logiquement, la seule population qui voit son niveau de vie croître durant l'apartheid, c'est la population asiatique, qui passe d'un revenu similaire à celui des métis en 1960 à 2,5 fois ce revenu en 1990. La politique d'apartheid est aussi menée en rupture avec le Royaume-Uni afin d'obtenir l'indépendance pleine et totale. Le régime est sinon caractérisé par un anticommunisme farouche, le parti communiste. Si, je peux me tromper, mais les pays qu'il a cités, alors si ça se trouve, je me gourre complètement, hein. C'est peut-être un cliché, mais j'ai cru comprendre en lisant un peu sur la question des différentes immigrations quand même que les pays qu'il a cités, qui sont pas n'importe lesquels d'ailleurs hein, d'Asie, c'est quand même une immigration qui est plus une immigration économique d'entrepreneurs qui trouvent pas de débouchés en fait dans les pays dans lesquels ils vivent
et qui vont entreprendre avec déjà des capitaux à la base dans notre pays, du coup, qui sont dans des situations précaires du fait de devoir créer du fait de devoir former une entreprise à partir de pas grand-chose au début. Mais du coup, c'est un modèle social à croissance exponentielle. Enfin, c'est un peu de la manière que du coup, ce genre de population, typiquement, même, enfin, les Coréens aux États-Unis sont au début des populations extrêmement précaires, racisées, etc., surexploitées et tout. Mais en fait, aussi parce que les notables de ces populations, c'est une immigration économique d'entrepreneurs qui arrivent quand même à devenir des, euh, des leaders d'opinion au sein de leur communauté importants. En fait, ça change un peu progressivement, ça renégocie leur statut racial et ça a des répercussions économiques aussi sur la communauté qui sont pas les mêmes, quoi. Donc, ça a l'air de faire écho à ce genre de situation, ce qu'il est en train de dire. Bref. Communiste sud-africain étant même interdit, et caractérisé Je vais aux aussi toilettes, par je un reviens. durcissement au fil des années de la politique raciale. Entre les années 54 à 58, le droit de vote aux populations non blanches est supprimé pour les scrutins communs. On crée des ghettos pour les métis, pour les noirs et les indiens en dehors des villes. Toute cette politique extrait les pauvres blancs, c'est leur nom, de leurs conditions économiques, puisqu'ils viennent à constituer désormais l'essentiel de la classe moyenne blanche dans les années 70. Avec leur ascension sociale, la langue afrikaans a gagné en prestige et en respectabilité en devenant une langue défendue et utilisée par la nouvelle bourgeoisie, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas au début du siècle. Elle est même imposée en 1976 dans toutes les écoles non blanches, et les afrikaners défendront paradoxalement une idée de langue pure et haute en contraste avec celle de la rue, parlée dans les townships par les noirs et par les métis. Langue du prolétariat que la bourgeoisie combattait il y a encore peu, elle devient la langue de la bourgeoisie désormais, de la nouvelle bourgeoisie. Cette nouvelle bourgeoisie qui critique à son tour le dévoiement de cette langue, son abattardisation par des ruraux, par les racisés. Classico quoi, comme d'hab, voilà. Dès lors que cette survie culturelle est garantie, selon le régime lui-même, et que les pressions internationales sur le régime sud-africain se font de plus en plus sentir, eh bien une part des afrikaners commence à réclamer une ouverture sur la majorité noire du pays. On voit alors émerger chez les afrikaners blancs notamment une contestation de l'apartheid, notamment lorsqu'ils ciblent la population métisse et noire de langue afrikaans. Sentant arriver à un point de rupture, parce qu'ils sont quand même pas cons, le pouvoir politique met fin au régime de l'apartheid en 1992 à la suite de négociations entre le pouvoir afrikaner, le Parti national et le Congrès national africain. Voilà, en gros, pour l'histoire récente et très résumée de l'Afrique du Sud, pour bien comprendre la différence entre les anglo-africains ou les anglo-sud-africains, les deux termes existent, les afrikaners, l'afrikaans, et le reste, et tout le tralala. Aujourd'hui, donc, l'afrikaans est l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud, et elle est profondément, en termes d'image, associée à l'apartheid et au régime raciste, mais la réalité démographique est pourtant la suivante. Si 58% de la population blanche parle afrikaans comme langue maternelle, ce taux monte à 76% pour les métis. Il y a dans les faits 2 fois plus de métis que de blancs de langue maternelle afrikaans. Plus précisément, si on regarde la distribution des locuteurs de cette langue sur le plan communautaire, on observe alors que sur les 8 millions de Sud-Africains ayant... Du coup, ça avait rien de placé, du coup. Alors, c'est une évidence pour son public habitué, parce que c'est quelque chose qu'il éditorialise très régulièrement sur sa chaîne, du coup, il passe là-dessus vite fait en mode clin d'œil. Mais c'est plutôt un classique que des trucs historiquement très populaires et tout deviennent l'objet d'un conservatisme et d'une appropriation d'une élite bourgeoise diplômée. Alors quand même, en général, c'est plus une question de bourgeoisie d'ailleurs économique et en fait deviennent la chasse gardée derrière d'une comme ça et objet de distinction sociale de l'élite quoi. C'est très très classique. Euh, alors il y a autre chose aussi d'intéressant qui là-dedans, c'est le fait que ce truc qui à la base est vu comme un truc de beauf devient un machin de distinction par rapport à une dégénérescence, par rapport à une décadence. Et même ça, en fait, c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans la question de la distinction sociale, où des trucs associés, historiquement, éventuellement associés à des catégories populaires, se retrouvent fétichisés, transformés, esthétisés et tout par une bourgeoisie, qui derrière se réapproprie ces trucs-là et qui sont faits la gardienne de la chasse gardée. Typiquement, une certaine vision de la francité liée au repas, une certaine manière de vivre le repas voilà, qui est transformé, fétichisé, esthétisé, etc. Et qui au bout d'un moment n'a déjà plus grand chose à voir avec la réalité de ce qu'a pu être une pratique du repas d'un monde populaire, hein, un moment ou un autre, et qui ensuite devient justement un objet de défense conservatrice féroce,
alors que par ailleurs, c'est une manière vulgaire et grossière, c'est une appropriation, enfin, vraiment vulgaire et grossière de ces choses-là, hein. Enfin, il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qu'est le canon français. Et voilà, pour un exemple parlant qui aujourd'hui fait un peu bruit médiatique, le canon français qui est un espèce de truc vulgaire, quoi, et tout, enfin, mais qui en fait n'est pas un truc de beauf, hein, ou de cassos ou quoi, bien au contraire, c'est un machin c'est un machin de CSP+, et de personnes, surtout de personnes qui ont de l'argent, quoi. Et voilà, et donc bon, c'était intéressant de faire le lien, je trouve. Parce que du coup, en fait, c'est un truc que son public aura en tête parce qu'il parle tout le temps de ce genre de thématique, mais c'est intéressant de l'expliciter. Mauvais roleplay prolo. Bah alors même pas tellement prolo, c'est plutôt un mauvais roleplay paysan, pour être précis, dans le cas du canon français, pour voir un peu à quoi ça correspond. Mais alors même s'il y a une espèce de chaîne des temps vraiment, mais pathétique, parce qu'en fait, je te prends des trucs comme Astérix et Obélix par exemple, qui à la base sont une satire, qui sont une parodie sarcastique d'une certaine vision de la francité, enfin d'une certaine francité de beaufs ruraux. C'est devenu, avec des critiques, hein, en fait, les albums d'Astérix, c'est vraiment des satires sociales sur des trucs assez précis, hein, et album par album. Pour autant que ça reste une BD familiale et tout, mais avoir un propos, tu peux être tout à fait familial, être fait pour les petits et les grands, comme on dit, et avoir un propos sociétal. Alors, je vais même pas dire pertinent, mais avoir un propos sociétal en tout cas. Et en fait, ce machin-là, c'est devenu un truc repris au premier degré, genre en positif pur et dur, sans voir le côté justement satirique, y compris critique, qu'il peut y avoir dans ça, en fait. C'est. Bref, bref, bref. L'afrikaans comme langue maternelle, 7,5% sont noirs, 32,5% sont blancs et 60% sont métis. Ceci est essentiellement dû à l'héritage, les métis de langue néerlandaise ayant participé à la création et à l'identité linguistique de l'Afrikaans dès le début, sont presque depuis l'origine de la colonie du Cap plus nombreux que les blancs. Leur rôle a été ignoré, cet héritage leur a longtemps été caché, tabou, interdit dans le discours public, mais les faits sont là. L'afrikaans est une langue métissée, nourrie des apports africains, indiens et indonésiens, et c'était déjà le cas lorsque les Blancs en revendiquaient l'usage et la légitimité vis-à-vis du néerlandais, tout en faisant un pilier de leur identité européenne. Pour cette raison, de nombreux métis et noirs de langue afrikaans se cherchent à réclamer cet héritage caché, à dé-européaniser l'image de leur langue, c'est dur à dire, et à rappeler leur rôle dans la construction de cet idiome. L'afrikaans a quand même quelques particularités vachement intéressantes. Tout d'abord, comme je le disais plus tôt, toutes les formes irrégulières ont été régularisées dans la grammaire, si bien que tous les verbes sont réguliers et tous les temps simples, comme le prétérit, ont disparu au profit des temps composés, comme le perfect. Ainsi, le néerlandais ik help ou ik heb geholpen devient tout simplement ik het gehelpt. Si les néerlandais comprennent l'afrikaans, les locuteurs de l'afrikaans, eux, ont vraiment du mal avec le néerlandais à cause de tous les changements de paradigme irréguliers qui ont totalement disparu. L'afrikaans, on le connaît surtout pour sa double négation originale. Formé avec ni, hérité du dialecte de la Zélande, il faut obligatoirement répéter les deux mots pour former pleinement un énoncé négatif. Ik praat ni Engels ni, je ne parle pas anglais, en néerlandais on aura plutôt Ik spreek geen Engels. En dehors de la sphère européenne, les influences lexicales se sont opérées différemment. De nombreux emprunts de l'anglais n'existent pas, comme computer, girafe ou appartement, utilisés en néerlandais, auxquels l'Afrikaans préfère des néologismes internes comme reknar, kamelpeert ou woonstel. L'orthographe est d'ailleurs perçue comme datée par les néerlandais, l'utilisation du K, mais jamais du C, comme en allemand, pas de IJ, mais un Y à la place, comme en néerlandais d'autrefois, ça fait dater. Quoi qu'il en soit, l'image de la langue de l'apartheid perdure encore, et la conséquence notable, c'est que la population noire préfère plutôt se tourner vers l'anglais que l'afrikaans lorsqu'elle doit apprendre une seconde langue. 95% des écoles à majorité noire privilégient ainsi l'anglais, et ce, bien que l'anglais ait pourtant aussi été une langue coloniale imposée, y compris par la force, dans la région, et que le pouvoir britannique ait quand même aussi conquis le Zululand par la guerre et par le sang, et bien que les anglo-sud-africains se soient eux aussi très largement investis dans les lois racistes et indigénistes. Quoi qu'il en soit, la langue afrikaans se recule dans toutes les régions depuis la fin de l'apartheid, essentiellement au profit de l'anglais, qui est désormais la langue de 21% des métis. Et l'une des raisons, c'est vrai, c'est l'émigration de la population blanche. S'il n'y a pas de génocide, il y a quand même un véritable phénomène migratoire des Blancs d'Afrique du Sud. 1 million de Blancs ont quitté l'Afrique du Sud entre 1995 et 2005, et leur population est passée de 16,4%
en 1977 à peu près 7% aujourd'hui. Et en à peu près un siècle, la part de la population blanche a été divisée par 2. Voilà, donc alors ça, plus des faits divers de quelques parfois de meurtres d'un homme blanc par un noir en Afrique du Sud, plus des récits de deux trois mythomanes qui se sont exilés aux États-Unis qui ont rien pour étayer ce qu'ils racontent. C'est ce sur quoi repose le mythe de l'émigration blanche et du génocide blanc euh, d'Afrique du Sud. Perso, encore une fois, même à l'époque où j'étais de droite et où pour le coup, par contre, j'étais infoxé par tout ce qui était propagande des exilés blancs des pays socialistes d'Amérique, je trouvais déjà ça ridicule à l'époque parce que pour le coup, c'était mais vraiment, c'est mauvais quoi. Enfin, il y a rien pour étayer le truc quoi. On était quand même à 21% au sortir de la guerre. Et cette explication, sur le plan linguistique en tout cas, elle ne suffit pas. L'autre explication, évidemment, c'est la montée de l'anglais. Même si l'afrikaans demeure la langue la plus parlée et comprise de la moitié ouest du pays, notamment dans la capitale, la plupart des marques nationales ont adopté des noms anglais, la plupart des médias nationaux ont aussi choisi cette langue aux dépens de l'afrikaans, mais aussi aux dépens de toutes les autres langues. L'immigration, qui reste donc plus importante que l'émigration, se fait surtout en provenance d'autres pays africains ayant l'anglais comme langue officielle. L'afrikaans n'est alors certes pas menacé, il reste en position confortable, mais l'anglais grignote, sur lui comme sur les autres, toujours plus d'espace. À mesure que le temps passe, cette langue est de moins en moins parlée par des blancs, en proportion du reste de la population, et est de plus en plus parlée par les métis qui en revendiquent donc de plus en plus l'héritage. Pour revenir sur l'exode des blancs, il faut quand même noter une chose, il se trouve que les blancs ont tendance à revenir en Afrique du Sud. Comme je le disais au départ, et même si l'apartheid a voulu gommer ces différences et unifier la race blanche d'Afrique du Sud, en quelque sorte, eh bien il a toujours aujourd'hui deux groupes de blancs d'Afrique du Sud. Il y a un tiers d'anglo-sud-africains et il y a 2 tiers d'afrikaners. Et justement, ceux qui rentrent au pays, eh bien ce sont les afrikaners. Et si leur population a pu connaître une baisse impressionnante au début des années 90, elle est désormais relativement stable et immigre moins que la population anglo-sud-africaine. Pourtant, les afrikaners sont plus pauvres, plus en proie au chômage et plus victimes de discrimination en Afrique du Sud que les blancs anglo-sud-africains. Rappelons néanmoins que, au global, la population blanche continue en moyenne de toujours mieux s'en sortir que la population noire et métisse. L'Afrique du Sud a néanmoins, comme ici en France, un véritable problème de répartition des richesses. Les 10% les plus riches possèdent plus de 3/4 de l'économie d'Afrique du Sud, et 65 000 personnes possèdent à elles seules 1/4 de l'économie. Si la population afrikaner a connu un déclassement assez raide, et un retour à la pauvreté dont elle avait été plus épargnée sous l'apartheid qu'avant la Seconde Guerre mondiale, même si ça va, et si une partie de la population noire a vu son niveau de vie grimper en flèche et est désormais bien dotée, la classe ultra riche de l'apartheid, blanche et surtout anglophone, compose toujours aujourd'hui la classe ultra riche d'Afrique du Sud. Et l'ANC, le parti de Mandela, a préféré avoir une économie ultra-libérale plutôt qu'une économie redistributive ou dirigiste. Autant dire que ça n'a pas du coup remis en cause grand-chose au fond structurellement, quoi. Voilà. Par ailleurs, on n'en parle pas, mais on pourrait. Alors, je sais pas si ce dont il parle, c'est une. Alors, je connais mal l'Afrique du Sud post 92, honnêtement. Je ne sais pas si ce dont il parle, c'est une économie en réalité néolibérale et que comme beaucoup de gens, il fait l'abus de langage, il dit ultra-libéral au lieu de néolibéral, c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais il se peut pour le coup que ce soit une économie ultra-libérale. Parce que en gros, alors pour dire juste un truc de base, quand on parle d'ultra-libéralisme, en réalité, c'est un peu un abus de langage, en réalité, c'est du néolibéralisme qu'il y a en France et dans plein de pays d'Europe et tout. Par contre, l'ultralibéralisme, ça existe dans des pays du monde impérialisé. Et effectivement, en Afrique du Sud, alors c'est à regarder au détail, mais ce serait crédible que ce soit le cas. L'ultralibéralisme, c'est un truc aussi qui existe, mais historiquement, enfin en Afrique du Sud, etc. Et parce qu'en fait, c'est des économies qui sont au service de capitaux étrangers. Alors que le néolibéralisme est une économie au service d'un capital national. Voilà. Donc voilà pour la petite nuance qui fait toujours bon de rappeler. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel, hein. Du coup, oui, alors du coup, oui, alors du coup, l'anglais étant la langue de l'occupant à l'heure actuelle, c'est bien d'essayer de prioriser des langues locales. Et on peut comprendre le rapport traumatique, bien sûr, de partie de la population noire là-bas à l'African. Mais du coup, bah, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des gens qui essayent d'intellectualiser le fait. Il y a quand même des gens là-bas qui essayent d'intellectualiser le fait que non, mais finalement,
d'Africaans, ce serait quand même mieux, parce qu'il y a une manière de se le réapproprier, de le faire vivre à nouveau et d'en faire autre chose que la langue la langue du colon. Eh bien, vous savez quoi? Il est 23h17, on a fait le tour un peu du sujet, du live. Je pense que je vais m'arrêter là, pas besoin de faire beaucoup plus long. Et ben merci beaucoup à notre fouche de Smail 4 pour être resté jusqu'au bout. Merci à nos 4 spectateurs au total, qui se sont pas tous manifestés dans le chat, mais ok. Bonne soirée à Arbre 1917 que j'étais en train d'oublier. Et merci tout le monde. Bonne soirée, et puis on se retrouve la fois prochaine pour un nouveau sujet. Je sais pas encore ce que ce sera, j'y réfléchirai dans la journée de demain.